Bienvenue sur Reddit, le meilleur de Reddit mais en français. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner. Aujourd'hui, je vous raconte les histoires de redditeurs et redditrices qui font exactement ce qu'on leur a demandé. La première histoire a pour titre Mon ex réclame une pension et finit par devoir payer. Le contexte. J'ai une fille de 5 ans avec mon ex-femme. On s'est séparés il y a environ 2 ans et demi. On a eu des hauts et des bas pendant notre mariage. On n'a jamais vraiment eu de grosses disputes, mais on a eu à gérer des émotions fortes et des opinions contradictoires. On a toujours réussi à trouver un compromis et à avancer ensemble. C'est en partie pour ça que j'ai été aussi surpris quand elle m'a dit qu'elle voulait divorcer. J'ai pleuré pendant quelques jours, je suis parti à la pêche, et puis j'ai commencé à réfléchir à comment tout allait s'organiser. Aucun de nous deux ne gagnait suffisamment bien sa vie pour garder la maison ou la voiture. Donc on s'est mis d'accord pour que je m'occupe des démarches pour vendre la voiture, et elle ferait la même chose pour la maison. Au final, j'ai dû m'occuper de faire les deux. Bref, on avait plus de dettes que d'argent, et elle a essayé de me laisser toutes les dettes pour recommencer à zéro. Mais je me suis pas laissé faire, et je me suis assuré que toutes nos possessions et toutes nos dettes étaient partagées équitablement. On était d'accord sur le fait que notre fille vivrait la moitié du temps avec chaque parent, parce qu'elle a le droit de voir ses deux parents de manière égale. On s'est promis de se comporter de manière cordiale. Ça n'a pas duré. On est aussi tombé d'accord sur le fait qu'aucun de nous deux ne paierait de pension alimentaire, parce que nos salaires sont similaires. Mon ex devait s'occuper d'acheter le plus gros des affaires dont ma fille aurait besoin, habits, chaussures, etc., parce qu'elle allait toucher les allocations familiales. Environ 100 euros par mois en Finlande, payés par le gouvernement pour aider les familles qui ont des enfants. Après la rupture, elle a commencé à commander des meubles sur internet, alors même qu'elle n'avait pas encore de nouvel appartement. Plutôt logique, mais je précise quand même qu'elle n'avait clairement pas les moyens. 2 semaines plus tard, elle déménageait. Une semaine plus tard, j'apprends par notre fille qu'elle a un nouveau mec. J'en avais pas grand chose à faire, mais je trouvais ça étrange. Elle était souvent absente au boulot, elle faisait semblant d'être malade, et quand son chef lui faisait des retours, elle n'en tenait jamais compte. Au lieu de chercher à s'améliorer, elle a juste décidé de démissionner. Elle s'est inscrite pour reprendre ses études et a été acceptée. Après 2 mois, elle a arrêté d'y aller et a commencé à me réclamer une pension. On a fait appel à un médiateur qui était d'accord avec moi. Je ne lui dois rien, car c'est ses propres actions qui ont fait qu'elle n'avait plus de revenus. En signe de bonne foi, j'ai proposé de payer l'assurance de votre fille, pour que ça lui fasse moins de frais. Je pensais que tout était réglé, mais quelques mois après notre rupture, elle est tombée enceinte de son nouveau mec. Quand notre divorce a été finalisé, il y a un délai de réflexion obligatoire de 6 mois ici, elle a épousé son nouveau mec. Tout ça l'a poussée à me demander toujours plus d'argent, encore et toujours. Maintenant que vous avez une idée du type de personne qu'est mon ex, la demande. À l'automne dernier, elle m'a encore demandé plus d'argent pour notre fille. Elle avait de nouveau un travail, et je savais qu'elle se servait de notre fille comme d'une excuse. Elle m'avait déjà dit qu'elle était envieuse de ma manière de gérer mes finances, parce que même si on avait les mêmes ressources, j'arrivais à me dégager des fonds pour profiter alors qu'elle non. Aller au resto, faire des activités, etc. Je lui ai répondu que si elle avait besoin d'argent pour des raisons valables, bien sûr que je participerais, mais j'aurais besoin de preuves de ses dépenses pour que tout soit calculé correctement. À la place, elle m'a demandé 200 euros par mois en me promettant qu'elle paierait tout pour notre fille. Elle avait pas de bonne raison pour cette demande, juste une furieuse envie de tout contrôler. Elle m'a toujours dit qu'elle était le genre de personne à avoir besoin d'avoir le dernier mot. En plus d'exiger plus d'argent, cette fois-ci, elle m'a menacé de me faire un procès si je ne payais pas. Sur le moment, ça m'a fait rire, jusqu'à ce que je reçoive un courrier de son avocat. J'ai immédiatement envoyé un message à mon ex pour lui dire que je ne voulais plus aucun contact direct avec elle, que tout devrait passer par nos avocats. Et je me suis mis à en chercher un activement. Pendant les quelques mois suivants, ça commençait à sentir le roussi pour elle. Quand j'ai reçu les documents officiels, je me suis rendu compte que tout son argumentaire était basé sur des données complètement fausses. Mon ex et son avocat ne m'ont jamais demandé des justificatifs de ressources et de dépenses avant de m'attaquer. Leur estimation de salaire était bien plus haute que ce que je gagne réellement, et ils avaient aussi sous-estimé mes dépenses liées à notre fille. À ce moment-là, j'ai envoyé un message à mon ex pour lui demander si elle était sûre de ne pas vouloir un arrangement à l'amiable. Elle voulait pas, donc j'ai décidé de la laisser faire exactement ce qu'elle voulait. Quand on a calculé tous les revenus et les dépenses pour mon ex et pour moi, avec l'aide des avocats, il était très clair que mon ex avait largement assez d'argent pour s'occuper de notre fille. Pas seulement assez d'argent d'ailleurs, elle avait plus de revenus disponibles que moi. J'ai explosé de rire quand je me suis rendu compte de l'absurdité de sa démarche. Et encore plus quand elle a essayé de faire pencher la balance en sa faveur, en envoyant des faux à mon avocat et au juge. Ils étaient tellement mal faits qu'on les a repérés en quelques secondes. Quelques jours plus tard, mon avocate m'appelle. Elle a reçu un appel de l'avocat de mon ex qui lui disait qu'il savait que mon ex mentait, que tout le dossier était basé sur des mensonges et qu'il voulait trouver un arrangement. J'ai pensé que mon ex avait enfin repris ses esprits, jusqu'à ce que mon avocate reçoive un message disant que finalement il ne voulait pas d'arrangement à l'amiable. Et bah c'est parti. Le jugement. On est passé devant le juge. Il avait l'air agacé mais calme.
Il a demandé à l'avocat de mon ex quelles étaient ses demandes. L'avocat a commencé son discours par En premier lieu, j'aimerais donner un peu de contexte. Mais le juge l'a coupé direct et lui a demandé à nouveau ce que sa cliente réclamait. Après quelques secondes de silence, l'avocat a juste répondu Pas de demande. Le juge était abasourdi et furieux. Il a demandé Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Et mon avocate a ajouté C'est ce qu'on se demande aussi. Le juge demande Que je comprenne bien, vous n'avez pas voulu trouver un arrangement à l'amiable. Et l'avocat, tout penaud, répond que non. Mon ex ne voulait pas d'arrangement. Ils avaient tellement honte, mon ex et son avocat. C'était magique. Une belle dose de karma pour mon ex insupportable. Le juge nous a envoyés dans une salle de réunion et nous a laissé 20 minutes pour trouver un accord. Comme elle avait plus d'argent, on a négocié qu'elle devrait payer pour les activités de notre fille et son assurance pour compenser la différence de revenus. Le juge a vérifié et validé l'accord, et je suis sorti du tribunal très satisfait. Mon ex, par contre, avait l'air humilié et furax en même temps. Le résultat. Il y a quelques semaines, mon ex m'a demandé des changements sur le planning de notre fille. J'ai refusé en disant que je préférais qu'on s'en tienne à notre accord. Elle a menacé de m'attaquer en justice, et je lui ai rappelé ce qui s'était passé la dernière fois qu'elle m'avait fait un procès pour obtenir ce qu'elle voulait. Je lui ai demandé si elle voulait vraiment retenter l'expérience. Elle s'est mise en colère, mais je l'ai ignorée. Il y a une semaine, elle m'a écrit pour me dire qu'elle s'était disputée avec son mari, que les flics avaient été appelés sur place parce qu'elle l'avait attaqué et qu'elle voulait divorcer. La police a prévenu la protection de l'enfance parce que les enfants étaient présents pendant l'altercation, dont ma fille. Donc sa vie est en ruine. 2 enfants de 2 pères différents, 2 divorces avant l'âge de 30 ans, plein de dettes, et on dirait bien que ma fille va passer la majorité de son temps avec moi, ce qu'elle me réclame de toute manière depuis environ 2 ans. L'histoire suivante a pour titre N'importe qui peut me remplacer? On verra. Mon dernier job était pour une ONG qui m'avait embauché pour faire un travail supposé impossible. Obtenir le soutien de segments de la population réputés pour être très difficiles à recruter. C'était un point crucial de leur stratégie et 1,2 million de dollars de subventions dépendaient de la réussite du projet. Je voudrais pas avoir l'air de me vanter, mais je suis une experte dans ce domaine, une des très rares personnes dans le pays capables de créer et d'implémenter ce genre de stratégie. J'ai commencé à travailler et j'ai utilisé des méthodes inhabituelles. Au début, le management de l'ONG semblait approuvé, en particulier parce que les résultats étaient là. En 8 mois, l'organisation est passée de inconnu et inutile à un acteur phare du secteur, avec une petite armée de bénévoles, des activistes très vocaux sur le sujet, et a obtenu une réputation de groupe engagé et super intéressant. En réalité, tout cela est surtout arrivé parce que mes stratégies de communication masquaient l'inutilité des actions de l'ONG. Tant qu'ils ne mettraient pas en place de vrais changements, ils n'obtiendraient pas bien mieux. Sauf que personne en interne ne semblait intéressé par un changement profond des pratiques de l'organisation. Ils ont même fait le contraire, avec des attitudes de plus en plus problématiques, genre commentaires racistes en public de la part d'employés. Et ils rendaient mon travail de plus en plus difficile à faire efficacement. J'arrêtais pas de signaler les problèmes et de prévenir que ça allait mal se finir. Jusqu'au jour où mon attitude et mes méthodes inhabituelles ont fini par agacer le management et ils ont décidé de me virer. J'ai signalé à mon chef que s'ils ne veulent pas perdre tout le travail que j'ai fait jusque-là, il fallait qu'ils embauchent quelqu'un avec la même spécialisation que moi, ce qui allait être dur à trouver. À nouveau, très peu de personnes dans le pays ont les qualifications. En réponse, mon boss m'a demandé de rédiger un document pour mon ou ma remplaçante. Il m'a bien précisé qu'il fallait que ce soit compréhensible par quelqu'un qui n'aurait aucune connaissance dans le domaine. Aucune connaissance, tu dis? Ok. Je me suis mis à mon ordinateur et j'ai rédigé un très long document qui n'incluait que des informations ultra basiques, presque insultantes tellement c'était évident. Non, on ne peut pas traiter les gens de insultes racistes. Non, même s'ils ne sont pas présents à ce moment-là, etc. Et tout était rédigé comme pour un gamin de 8 ans. S'ils embauchent une personne compétente, elle n'en aura pas besoin de toute manière. S'ils embauchent quelqu'un qui n'y connaît rien, il sera probablement capable de comprendre ce que j'ai écrit. J'ai quitté mon poste en septembre, mais je suis resté en contact avec des personnes qui travaillent là-bas. Dès novembre, la moitié des bénévoles que j'avais recrutés étaient partis. Les 200 personnes impliquées dans le projet phare de l'ONG ont juste arrêté de participer. Ils ont tenté de continuer un des projets de long terme, mais comme ils ne savaient pas comment ou pourquoi ça fonctionnait jusque-là, ça s'est magnifiquement cassé la figure après quelques semaines. La collecte de fonds annuelle que j'avais lancée a complètement échoué lorsqu'ils ont essayé de copier ce que j'avais fait l'année d'avant, et seulement 7 personnes se sont pointées à leur gala de bienfaisance. 3 des groupes de bénévoles ont décidé de se rattacher à d'autres associations, après avoir fait une déclaration publique sur le caractère toxique et déconnecté de la réalité du management de l'ONG.
Oh, et ils ont aussi perdu leur subvention de 1,2 million de dollars. L'histoire suivante s'intitule Suivez les règles ou on trouvera d'autres personnes prêtes à le faire. Je travaillais dans une entreprise informatique de taille moyenne. J'étais développeur. Mon équipe était plutôt détendue. On se concentrait plus sur les résultats que sur le nombre d'heures qu'on passait devant nos écrans. Nos projets étaient terminés à temps, nos clients étaient contents et les membres de l'équipe étaient heureux. Enfin, jusqu'à ce qu'on ait un nouveau manager, Dave. Dave arrivait tout droit d'une grande entreprise très carré avec plein d'idées sur comment gérer une équipe. Elles incluaient toute une bonne dose de micromanagement. Il insistait pour qu'on fasse une réunion quotidienne pour discuter de l'avancée des projets, exigeait qu'on remplisse un fichier de suivi de nos heures travaillées, et insistait pour qu'on travaille tous les jours de 9 heures à 17 heures avec des temps de pause limités. Un jour, pendant une de ses batailles contre notre manque d'efficacité, il a envoyé un mail à toute l'équipe pour nous dire que tout le codage devait être fait pendant les heures ouvrées pour garantir la collaboration et le suivi de notre travail. C'était ridicule. On sait bien que les activités créatives comme ce que l'on fait nécessitent de la flexibilité dans les horaires pour augmenter la productivité. Mais Dave n'en démordait pas. Il a terminé son mail par Si vous pensez pouvoir trouver une faille dans le système, vous vous trompez gravement. Suivez les règles ou on trouvera d'autres personnes prêtes à le faire. Challenge accepté, Dave. J'ai décidé de suivre les règles, méticuleusement. Je travaillais exclusivement entre 7h et 17h. Pas une minute avant, pas une seconde après. Et si je trouvais un bug ou j'étais en plein milieu d'une tâche complexe, dommage, j'arrêtais tout à 17h, peu importe les circonstances. Mes collègues, agacés d'être traités comme des enfants, faisaient exactement la même chose. Le résultat était exactement ce à quoi on s'attendait. Les projets qui prenaient habituellement une quinzaine de jours ont commencé à traîner. Les tâches qui étaient généralement faites en quelques jours, avec quelques heures sup, prenaient beaucoup plus de temps, parce qu'on ne pouvait plus compter sur nos élans de productivité de fin d'après-midi comme avant. Le planning n'était plus respecté et la qualité de notre travail a commencé à décliner. Dave s'en est bien sûr aperçu. Il avait des comptes à rendre à ses supérieurs en ce qui concerne notre soudaine baisse de productivité et d'implication. Il savait très bien que c'était le résultat de notre mécontentement concernant ces nouvelles règles. Les boss de Dave ont fixé une réunion sur Zoom avec toute l'équipe à 16h30 pour discuter des problèmes de délai et tout le monde s'est connecté pour expliquer la situation. Pendant la réunion, Dave a passé 30 minutes à reporter la faute sur les membres de l'équipe et à adresser des reproches personnels. Il n'a même pas mentionné la nouvelle règle du 9h-17h, qui avait créé tous les problèmes. On s'approchait de 17h, la tension était palpable et toute l'équipe s'est organisée par message. Pile poil quand les 17h ont sonné, un des employés a dit « Pour respecter la nouvelle règle de Dave, on doit quitter cette réunion. » Et tous les membres de l'équipe se sont déconnectés, laissant Dave et ses chefs entre eux pour la suite de la réunion. Notre départ en masse a parfaitement illustré la stupidité de la règle mise en place par Dave. Et ses boss se sont bien rendus compte qu'il y avait un problème. On a baptisé cet incident l'exode Zoom de 17h. Il a mené à une autre réunion où Dave s'est fait remettre en place par ses chefs devant toute l'équipe et où il a été décidé de revenir à un modèle bien plus flexible. Et du côté de mon équipe, on a fêté notre petite victoire avec un apéro bien mérité. Après 17h bien sûr. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces histoires vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos Fredit.